De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Aimé Emmanuel Yoka, Raphaël Goma et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. À l'instar de ses voisins d'Afrique centrale, la République du Congo subit de plein fouet les effets de la baisse des prix du pétrole sur les marchés mondiaux, une situation qui s'est matérialisée par une baisse de la croissance. Un changement de cap a été annoncé dans la foulée. Où en est-on? Élément de réponse avec Siam Victoria Sédier. En 2014, quand les cours du brut chutent à moins 59,2% sur les marchés mondiaux, le Congo, qui dépend à près de 90% des hydrocarbures, est touché. La contraction de l'économie à 2,1% en 2016 a contraint les autorités à accélérer le processus de diversification. Le plan quinquennal 2016-2021 a pour objectif de redresser l'économie à travers des réformes. Mais ce plan va-t-il permettre l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement? Qu'est-ce qui est fait pour la diversification de l'économie congolaise? 10 millions d'hectares de terres disponibles. Le Congo, 6e pays producteur de pétrole en Afrique, est soutenu presque entièrement par les recettes générées par la production de l'or noir. Cette forte dépendance aux hydrocarbures, le Congo en paie aujourd'hui les frais. Entre 2012 et 2016, l'économie a progressé au rythme de 3% en moyenne. Sous l'effet de la baisse drastique du prix du pétrole, l'inflation a atteint 4,5%, tandis que le PIB était en dessous de 8,5%. Cette fragilité de l'économie basée sur la rente pétrolière est due au fait que les autres secteurs d'activité comme l'agriculture et les services sont très peu mis à contribution. L'économie congolaise n'est pas encore et même pas du tout diversifiée parce qu'elle vit depuis des décennies et des décennies en s'appuyant sur une seule ressource qui est celle du pétrole. Et c'est une forme de faiblesse structurelle de notre économie. Le président, étant parfaitement conscient de cela, a dans une vision stratégique engagé justement un processus de diversification de cette économie. Ce n'est pas les ressources qui manquent au Congo, parce que le Congo dispose des ressources naturelles tout à fait assez importantes. Et donc, je pense qu'il va falloir que ce soit maintenant une question d'orientation politique, parce que c'est la volonté politique qui donne des orientations pour que l'on arrive à des résultats tout à fait probants sur le terrain. Avec un déficit budgétaire d'environ 200 milliards de francs CFA en 2016, le retour à la croissance économique par l'amélioration des cours du brut sur les marchés mondiaux annonce une progression de 1% du PIB congolais en 2017. Mais selon des analystes, cette croissance restera toujours tributaire des cours mondiaux du brut tant qu'elle n'est pas soutenue par des mesures gouvernementales permettant l'exploitation d'autres sources de revenus à l'État. La diversification nécessite une institution qui devrait prendre à bras le corps cette problématique, parce que plusieurs ministères sont concernés par la diversification. Il est difficile, dans la configuration actuelle, que la stratégie de diversification puisse réussir s'il n'y a pas une agence qui aurait une autonomie de fonctionnement et qui comprendrait des experts représentant différents ministères. Pour des analystes, la diversification de l'économie passe par un engouement national impliquant investisseurs étrangers et locaux dans l'exploitation des potentialités agricoles et forestières. Ceux-ci estiment qu'il est urgent d'introduire des réformes permettant de créer un climat des affaires capable de stimuler le développement des industries manufacturières et agroalimentaires. Nous sommes harcelés par le fisc. Tout ce qui est douane, vraiment très difficile. En tout cas, tout ce qui est administratif au Congo, ce serait bien que les pouvoirs publics essaient de trouver un moyen de simplifier les choses pour que la corruption diminue au maximum. Et je vous jure que ça décourage les Congolais à entreprendre. Mis en œuvre depuis 2016, le plan quinquennal qui s'étend jusqu'à 2021 veut mettre à contribution les villes à fort potentiel de croissance. Pour ce faire, le gouvernement congolais mise sur le programme d'action prioritaire de l'agriculture, financé à plus de 960 milliards de francs CFA.
À partir des années 2020, lorsque la zone économique spéciale de Pointe-Noire, qui fait l'objet d'un accord avec la Chine, arrivera, elle est ouverte aussi à d'autres investisseurs, arrivera, si vous voulez, à une vitesse de croisière, on pourra avoir à peu près 42 000 emplois qui seront créés, avec un impact sur la création de la richesse nationale de quinquennat à quinquennat d'à peu près 1,5 milliard de dollars à 3 milliards de dollars, ceci à peu près sur 10 à 15 ans. Avec une croissance annuelle du PIB de 5% depuis les années 1980, les revenus pétroliers importants ont permis au Congo de financer des projets de développement à grande échelle. La richesse de ses forêts tropicales et l'immensité de ses terres arables non cultivées, estimées à environ un tiers de sa superficie totale, sont des atouts importants. Les gisements pétroliers estimés à 1,6 milliard de barils sont capables de faire passer le Congo au stade de pays en voie de développement à pays développés. Il lui faut donc impérativement créer des sources de revenus supplémentaires pour assurer l'équilibre. Un pari qui ne saurait gagner sans investir plus de la moitié de ses revenus pétroliers dans le développement des industries agroalimentaires, forestières et manufacturières. Monsieur Yoka, est-ce que le processus de diversification de l'économie est vraiment amorcé au Congo? Est-ce que le changement de cap est palpable sur le terrain? Oui, il a été amorcé en 2001. Et l'un des premiers secteurs à en avoir bénéficié, c'est celui des mines, puisqu'il a vu l'émergence en 2005 du nouveau code minier, qui a donc attiré tout un tas d'investisseurs. On a eu plus de 100 autorisations de prospection, 42 permis de recherche, 14 permis d'exploitation. C'est entre 2007 et 2014, c'est plus d'1 milliard de dollars qui a été investi dans l'économie congolaise au niveau des mines. Bon. Alors comment expliquer, si le processus a été donc amorcé en 2001, comment expliquer que le Congo soit autant affecté aujourd'hui par la chute des cours du pétrole? Parce que c'est un processus qui a été initié en 2001. C'est tard quand on regarde l'entrée en production des premiers champs pétroliers qui était fin des années 70. C'est un processus qui aurait dû être initié en même temps que les premiers champs pétroliers, parce que c'est pas une diversification, ça prend du temps. C'est pas en 5-10 ans que vous allez changer les choses, surtout quand vous diversifiez vers les mines, les projets miniers, ça prend 15 ans en moyenne pour venir en ligne. Donc il faut effectivement diversifier ça. Mais moi je crois que la véritable... la diversification, de mon point de vue, je suis d'accord avec vous là-dessus. Alors, Aimé, pardon. La diversification, la priorité ne devait pas aller aux mines, de mon point de vue. Tout simplement pourquoi? Parce que la priorité de la diversification des économies africaines, c'est d'abord, comment dire, de mon point de vue, l'agriculture. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous regardez les balances commerciales des pays, tous les pays africains, si vous voulez, sont dépendants commercialement, ne serait-ce que pour l'alimentaire, les besoins de première nécessité. Pouvoir aller mettre 1 milliard de dollars sur les mines, qu'est-ce que ça rapporte? D'autant plus que nous savons très bien, connaissant bien, comment dire, la conjoncture internationale, c'est qu'à un certain moment ou à un autre, qu'est-ce qui se passe? Ce que nous engrangeons comme recette d'exportation provenant de ces mines-là est englouti maintenant de l'autre côté pour pouvoir exporter les produits alimentaires dans tous les États africains. C'est pratiquement la même chose. Donc, de mon point de vue, pouvoir être satisfait d'un plan comme celui-là, je ne peux pas dire que je suis satisfait là-dedans parce que ce n'est pas la bonne priorité de mon point de vue. Oui, je crois que je vais aborder dans le même sens que Jean-Marie parce que je crois que ce n'était pas, disons, la bonne priorité en matière de diversification de l'économie congolaise. Depuis longtemps, l'économie congolaise vit de la rente pétrolière. Et effectivement, les mines, aujourd'hui, mon frère Yoka a dit qu'il y a eu un plan qui a été mené dans l'octroi des concessions, ainsi de suite, mais on ne voit pas l'impact sur l'économie congolaise. Je pense que nous avons, et on l'a dit, nous avons 10 milliards d'hectares, je crois, cultivables au Congo. Et je crois 10 millions. 10 millions, excusez-moi, j'ai peut-être mal entendu. Ouais. Mais enfin, disons que même si c'est 10 millions, je crois que, en fait, j'ai envie de dire que la richesse congolaise repose sur la terre. Parce que c'est là-dedans, quand nous pouvons faire cultiver, nourrir toutes les populations et exporter, nous pouvons dire, voilà, nous avons des choses. Parce que qu'on investisse dans les mines, je suis d'accord, mais c'est comme quand on a investi dans le pétrole, mais cet argent est parti où? Et là aussi, il y a quelqu'un qui disait qu'il y a un problème d'orientation. Effectivement, l'orientation se situe à ce niveau-là. Donc, priorité au niveau de l'agriculture pour pouvoir faire de sorte que, disons, toutes les terres congolaises soient vertes, en ce sens qu'il y ait de l'agriculture et qu'on puisse produire et transformer. C'est ça l'essentiel. Moi, je sillonne les marchés africains et même européens. Je n'ai jamais vu un produit congolais
J'arrive à voir des produits camerounais, mais les produits congolais, je ne les vois pas sur le marché européen. D'autant plus que nous avons une très grosse contradiction là-dessus. C'est-à-dire, nous parlons de l'agriculture tout le temps sur ce plateau. La problématique étant la suivante. L'Afrique aujourd'hui, c'est-à-dire, est le continent qui contient le plus de terres arables dans le monde entier. Vous avez d'autres pays qui viennent maintenant acheter des terres en Afrique, qui les exploitent, si vous voulez, au détriment des Africains, à savoir que ces multinationales-là s'installent. Tout ce qui est produit, qui est production alimentaire, c'est réexporté à l'extérieur. Dans ces conditions-là, quand je parle toujours sur le plateau de la notion de prospective, la prospective est importante. Il faut savoir hiérarchiser les priorités. Gérer, si vous voulez, gérer, c'est prévoir en tant que tel, de mon point de vue. Je suis d'accord avec mes deux copanélistes. Je veux juste signaler que le degré de concentration de l'économie congolaise est tel, en termes de revenus pétroliers, qu'il y a de la place pour d'autres secteurs. Le fait d'investir dans les mines n'empêchera pas d'investir dans l'agriculture. Mais il faut en faire la priorité dans l'agriculture. Mais la priorité doit être décidée sur la base des revenus que le secteur peut générer. Le secteur des mines, n'oubliez pas une chose, que c'est un secteur transversal. Le secteur des mines est beaucoup plus rentable que l'agriculture, c'est ça? Il est plus rentable, mais surtout, il est à court terme. Là, c'est une vision à court terme. Je ne peux pas être d'accord avec vous, M. Yoka, parce que ça, c'est une vision à court terme. Non, même la vision court-termiste qui se dit que nous allons engranger les recettes d'exportation et comme ça, si vous voulez, nous allons les saupoudrer dans différents secteurs. Alors que je viens de souligner un point qui est important. Nos balances commerciales, c'est-à-dire sont toutes déficitaires. Pourquoi? Parce que nous importons, comment dirais, des produits alimentaires de base. Le Congo importe 70% de ses denrées alimentaires. Ben voilà. La balance, on paye 150 à 200 milliards annuel de francs CFA, on n'exploite que 2% de nos terres. Ce qui est grave. Ce qui est grave, je suis d'accord. Mais ce qu'il faut regarder dans un secteur comme les mines, c'est qu'un projet minier, lorsqu'il s'implante, il organise les communautés autour de lui et ces communautés investissent dans l'agriculture. Donc c'est un projet où il y a un investissement indirect qui est fait, aussi bien dans les mines, mais qui a un impact positif au niveau de l'agriculture. On n'est pas en train de dire qu'on va passer... Je ne pense pas, de mon point de vue, je pense pas. C'est parce que vous n'avez pas vu les communautés. En tout cas, moi, je parle de mon expérience sur différents pays africains où on a eu des projets... Quel est l'apport, si vous voulez, de ces investissements-là, l'apport concret? Parce que ça, c'est toujours ce qui est marqué. Nous le savons tous. C'est tout ce qui est marqué, c'est-à-dire ce sont des projets d'intention. Mais dans la réalité, quand on va maintenant... Moi, j'insiste toujours sur une chose sur ce plateau, c'est l'évaluation des résultats des politiques publiques qui sont mises en place. Donc, il ne s'agit pas de me dire que, bon, vous allez en Afrique, c'est-à-dire les résultats sont là. On n'a pas besoin d'être en Afrique, on n'a qu'à aller sur le terrain, constater ce qui se passe et regarder les résultats, les indicateurs internationaux qui nous sont donnés là-dessus. Donc au niveau de la famine et tout, vous n'allez pas me dire, je ne sais pas combien de pays africains qui ont dû, c'est-à-dire améliorer leur dépendance externe concernant les produits agricoles. Moi, je continue à dire que c'est-à-dire la priorité, c'est quoi, Monsieur Yoka? C'est l'agriculture. Tous les pays africains. Justement, est-ce que le gouvernement congolais, Monsieur Goma, en a pris conscience aujourd'hui je pense que la priorité, c'est l'agriculture? Le gouvernement congolais, à un moment donné, avait pris conscience que la priorité, c'était l'agriculture. Moi, je me souviens des années, je ne sais pas, 2000, où on parlait de l'autosuffisance alimentaire d'ici... enfin, avant 2000, pardon, on parlait de l'autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000. Déjà, même depuis les années 60, lors des indépendances, et là, pratiquement, tous les États sont partis sur l'autosuffisance alimentaire. Les incantations ne suffisent pas, parce qu'en fait, dire, nous allons faire, mais il faudra faire. Et c'est ce qui manque. Et pourquoi? Il y a eu des millions qui ont été engloutis dans l'agriculture, même d'ailleurs, actuellement, avec l'ancien ministre Mabundu, je ne sais pas si ça s'appelait Mabundu, qui était ministre de l'Agriculture, qui est aujourd'hui directeur de cabinet du Premier ministre. Mais on a englouti des millions dedans, mais on n'a rien vu venir. On a même vu des engins traîner dans des champs, dans des garages, alors que ces engins agricoles étaient destinés d'être sur le terrain. Et c'est là où le bas blesse. Tout simplement parce que nos dirigeants, si vous voulez, prennent ça comme étant, c'est-à-dire une fois le spectacle passé. Le spectacle, vous voyez, il y a de beaux engins qui sont arrivés. Il n'y a pas de volonté politique de pouvoir en faire de l'agriculture africaine qui a sa place, qui est la première agriculture au monde en tant que telle. Vu les terres, c'est-à-dire la quantité de terres arables que nous avons en Afrique, l'Afrique ne devrait pas crever de faim en tant que telle. C'est parce que les mauvaises politiques sont mises en place. Mais je crois qu'on est d'accord. Je suis juste en train de dire que l'un n'empêche pas l'autre. Parce que de toute façon, les revenus qui sont générés, les mines doivent être réinvestis dans l'agriculture. L'un n'empêche jamais l'autre. Maintenant, il faut une
hiérarchisation des priorités. Voilà, l'un n'empêche jamais l'autre. Justement, messieurs, que prévoit le plan quinquennal 2016-2021 en ce qui concerne la diversification économique, Monsieur Yoka? Il y a pas mal de projets en cours, notamment le projet d'appui à la diversification de l'économie qui est piloté par la Banque mondiale, qui a prévu pour sa deuxième phase d'investir à peu près 34 milliards de francs CFA. Et justement, la priorité est donnée à l'agro-industrie. Et il y a également le secteur de l'artisanat et le secteur du tourisme, enfin tous ces secteurs qui peuvent avoir un impact réellement positif à la réduction de la pauvreté. Donc, je ne vais pas dire ici que la République du Congo ne fait rien, parce que moi-même, j'ai travaillé avec les gens du PADé, qui sont des gens très qualifiés et qui regardent vraiment la question de très très près. Donc, encore une fois, je suis d'accord avec vous, c'est la hiérarchisation des secteurs, mais il ne faut pas oublier que la diversification répond à la loi des rendements décroissants. Donc, une fois que vous avez investi dans un secteur, vous passez d'un secteur à l'autre, vous aurez un rendement moindre parce que ce secteur-là n'existait pas nécessairement avant. Donc, à partir du moment où vous voyez ça, vous comprenez qu'il y a de la place pour tout le monde quand vous avez un secteur aussi concentré que le pétrole l'est au niveau du Congo-Brazzaville. Tout à fait. Mais c'est une question de timing. Nous sommes d'accord là-dessus sur la loi des rendements décroissants. Ouais. Moi, je parlais tout à l'heure de la question du suivi c'est-à-dire de nos politiques publiques en tant que telles. Moi, j'ai un exemple que je viens de voir ces derniers jours, c'est sur les réseaux. C'est-à-dire quand vous avez un ministre qui se met en place, il y a M. Ngoma tout à l'heure là qui parlait d'un ministre, il met son action en place. Dès qu'on change de ministre, vous avez plus, si vous voulez, la même action n'est plus poursuivie. Chaque personne vient la mettre en place des nouveaux projets. Il y a un pays que tous les pays africains devraient regarder. À l'heure actuelle où je parle, c'est le Ghana. Le Ghana aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Ghana? La dernière chose que j'ai trouvée fantastique avec les Ghanéens, c'est que le président actuel, quand il s'assoit pour pouvoir penser la politique économique du Ghana, il a invité tous ses prédécesseurs, ils se sont assis et ils ont mis en place les priorités du Ghana. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Ghana est un des premiers États africains, ça a été inauguré, je pense, au mois de janvier, c'est-à-dire un hôpital avec la collaboration d'Israël, un hôpital que l'on trouve nulle part en Afrique. Tout simplement pourquoi? Parce que ces présidents-là, quand ils s'assoient, entre eux, il faudrait que tous les pays africains puissent copier ça au lieu qu'on... Merci Jean-Marie. Très rapidement, monsieur. Très rapidement, justement, parce que en fait, le corollaire de tout ça, ce que dit Jean-Marie, en parlant du Ghana, c'est aussi la stabilité politique et l'émergence de la bonne gouvernance et de la démocratie. Parce que tant qu'il n'y a pas ces facteurs-là, justement, les investisseurs ne pourront pas venir, au-delà de la priorité que l'on peut mettre à l'agriculture. Merci, monsieur Ngoma. C'est ça le corollaire. Merci. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. Ne bougez pas dans quelques instants, la suite de votre émission. À tout de suite.